Il y a une harde de chamois là-haut. Il y en a une bonne quinzaine, hein. On va essayer de les déterminer. Dans le parc national de la Vanoise, en plein cœur des Alpes françaises, le docteur Jean Ars observe régulièrement les populations de bouquetins et de chamois. À côté, son cabri. Bon, Michel, là, Cela fait 17 ans qu'il étudie les diverses causes de leur mortalité, mais sans jamais tenter de les soigner. C'est la règle du parc. Ici, les maladies font partie d'un processus naturel qu'on ne doit en aucun cas bousculer, mais qu'il faut bien connaître. Voilà, t'as tout noté, Jo, t'as tout pris. J'ai tout pris. La Vanoise est le plus ancien des parcs nationaux français. Ce parc a été créé en 1963 pour sauver et protéger les derniers bouquetins du pays. À l'époque, il n'en restait que 60. Aujourd'hui, ils sont environ 1500. Depuis quelques années, cet essor de population a même permis de réintroduire des bouquetins dans des massifs français d'où ils avaient totalement disparu. Plus à gauche, là, une harde de bouquetins, apparemment que des mâles. Ah ouais. Ouais, il y en a à peu près une dizaine, hein. Ouais, c'est ça. Dans une vire au milieu des barres rocheuses. Mi-octobre. Sur les falaises escarpées, les bouquetins ont déjà revêtu l'épais pelage qui va les protéger du froid. À cette période de l'année, les mâles peuvent peser près de 100 kg, 2 fois plus que les femelles. Ils se sont nourris en abondance pendant tout l'été pour accumuler les réserves de graisse nécessaires pour affronter l'hiver. Pendant cette période, le manque de nourriture et les avalanches sont les principales causes de leur mortalité. Chaque année, 10 à 20% des effectifs de chamois et de bouquetins n'y survivent pas. Bon, eh ben écoute, on va se déplacer. Tous les ans, avant l'hiver, les gardes-moniteurs accompagnés de Jean Ars effectuent des recensements d'animaux. Ils s'organisent en équipe de 2 ou 3 observateurs. Chacune est chargée de quadriller un périmètre d'environ 3 km². Pendant une semaine, ils vont recenser tous les bouquetins et chamois qu'ils rencontrent. Ces données serviront à établir une estimation relativement précise de leur nombre sur l'ensemble du parc. De la même manière, un deuxième comptage permettra au printemps de mesurer les conséquences de l'hiver. Dis donc, il est en train de... Il vient de se poser, mais il y a quelque chose, hein. On dirait qu'il est en train de becquer quelque chose, là. Il est en train de... J'ai bien l'impression qu'il est en train de... sur un cadavre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça se pourrait bien, ouais. Faudrait peut-être qu'on aille voir ce que c'est, ce truc-là, hein. Bon, on va se rapprocher, si alors. Hein, on y va? On y va. Ok, allez. L'aigle royal est un rapace. En général, il ne devient charognard qu'en hiver, quand les proies se font trop rares. Ce comportement inhabituel pour la saison pourrait s'expliquer par le fait que cet aigle est âgé. Oui, il est là. Hein. Ok. C'est un jeune, hein. Bon, bah dis Jo, ouais, c'est une petite femelle chamois d'1 an. Elle a les cornes plus petites que les oreilles. Et dis donc, ce qu'on voit tout de suite là, tu as vu un petit peu le pus qui coule de l'œil. Apparemment, il y a de la kératoconjonctivite. La kératoconjonctivite est une maladie infectieuse qui rend les animaux aveugles. Cela peut expliquer la chute mortelle dont semble avoir été victime cette jeune femelle. Il reste à confirmer le diagnostic. Jo, il faut qu'on la prenne pour la descendre à Termignon, à la clinique, pour l'autopsie. Hein. Allez, je te la charge.
La kératoconjonctivite affecte les chamois et les bouquetins, mais aussi les moutons et les chèvres. Cette maladie est extrêmement contagieuse, mais ne tue lors des épidémies que 10 à 15% des animaux. Les chercheurs tentent de découvrir ces mécanismes de transmission. Allez, on ouvre. L'autopsie a confirmé qu'il était atteint de kératoconjonctivite. Cette conclusion suscite un peu d'inquiétude. En 1983, une épidémie avait rapidement contaminé plus de 80% des chamois et bouquetins. Jean Ars et les gardes-moniteurs vont donc quadriller l'ensemble du territoire, car il est indispensable de répertorier tous les animaux malades. Ici, un jeune mâle qui a l'air bien. À sa droite, un vieux mâle d'une dizaine d'années. Les deux yeux ont l'air bons. Bon, je monte un petit peu. Tiens, en haut des rochers, là-haut, j'ai l'impression qu'il y a un mâle de 4-5 ans qui a les yeux presque fermés, avec des coulures. Tu vois ce mâle là-haut, David? Ouais, je le vois, mais les yeux, je n'arrive pas à distinguer s'il y a un larmier ou pas. T'as du mal à voir à la jumelle? Ouais, non, là, Si à la longue vue, là, je vois bien. Tiens, viens voir. okay. Viens voir, c'est intéressant. Ouais. Il est vraiment... il a les yeux quasi fermés. Vas-y. Ouais. T'as vu? Ouais, effectivement, ouais. Tu vois, là, on a un cas de kératoconjonctivite apparemment, hein, sur celui-là. Oh, ils sont pas tous atteints, hein. Il y en a... On va faire les autres. J'en ai un autre adulte, là, qui a l'air sain. On a vu à peu près la quinzaine qui était là. Je vais peut-être appeler les autres équipes de prospection pour leur demander... Ouais, tout à fait. Ouais. De votre côté, qu'est-ce que vous avez vu? Visiblement, il n'y a aucun problème chez nous, là. Je te quitte, j'appelle l'autre équipe. Maurice et Jacques de Jean, est-ce que vous me recevez? Ici Maurice, je te reçois très bien. À toi. Qu'est-ce que vous avez vu de votre côté, là? On a vu un bouquetin mâle qui avait l'œil bien touché par la kérato. Sur une quinzaine, on a un mâle de 4-5 ans qui a l'air bien atteint et puis deux autres animaux qui sont un petit peu plus douteux avec la conjonctivite. C'est enregistré, vous l'avez noté. On se retrouvera tout à l'heure, hein, pour le bilan. Salut, ça va? Ouais. C'est la forme? Jean Ars vient faire un bilan de la situation au scientifique du parc, Jean-Pierre Martineau. Celui-ci décide de relancer sur le terrain une nouvelle étude sur la transmission de la kératoconjonctivite. Il s'agit de sélectionner une dizaine de bouquetins sains ou porteurs de la maladie et de les distinguer grâce à une marque à l'oreille pour suivre leur état de santé. À la veille de l'hiver, les bouquetins séjournent encore en haute altitude à plus de 2600 mètres. Passage difficile, Maurice. Je te laisse la carabine, Fais attention. Allez, miss.
Tu prends une seringue neuve alors, hein? Alors Louis, tu vois les bouquetins là, ils en sont où? Oui, pour l'instant, ils sont bien placés. Je ne sais pas s'ils vont rester là, mais ils sont bien au soleil. Ok. Le vétérinaire prépare le produit hypodermique. Le froid est intense. Il est inquiet. Le liquide anesthésiant a tendance à geler dans la seringue. C'est surtout ça. Michel, le tireur, part seul en avant. Jean et un des gardes le suivent. Une troisième équipe observe aux jumelles les déplacements de l'animal. L'anesthésique va mettre 10 minutes à agir, 10 minutes pendant lesquelles le bouquetin va continuer à avancer. Il ne faut pas le perdre de vue. Jean de Michel. Je viens de tirer un mâle qui est parti sur ma gauche en regardant le sommet des montagnes. Là. Alors je ne sais si la seringue a fait son effet parce qu'elle n'est pas restée plantée plus d'une seconde, même pas. De toute façon, on va mettre une autre flèche hein, si c'est nécessaire. D'accord, là, dans un premier temps, je vais essayer de récupérer la seringue pour voir si l'injection a eu lieu ou pas. Il a 10 mètres plus haut. Mais bon, tu restes à la tête droite. Donc je viens de récupérer la seringue. L'injection est totale, hein, donc il a bien dû prendre la dose et s'il se couche, c'est pas pour rien. Là. Mais surveillez-le parce que moi je le vois toujours pas d'ici. L'injection a eu lieu il y a plus de 10 minutes. Pourtant, le bouquetin ne s'endort toujours pas. Il est possible que la seringue n'ait pas bien fonctionné. Il faut renouveler l'opération. Bon, je l'ai tiré, là il est touché à la cuisse gauche. Jean, il est juste devant. Là. Ok. Il vient de se coucher là. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Bon ben nous on le voit, c'est bon maintenant. Hein. Il est descendu un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il vacille. Il est mort. Quoi? Allez, vas-y. Je vais le réveiller tout de suite. Il respire? Combien il est là? Mettre un peu d'oxygène. C'est bon, il respire bien maintenant. Tu vois, il y a le naseau qui redémarre bien comme il faut. Hein. Oui, il était un peu faiblard. Hein. Un peu faible là, oui. Il était un peu faiblard.
Le vétérinaire peut maintenant effectuer divers prélèvements pour rechercher les bactéries responsables de la kératoconjonctivite. Il bouge pas trop, Jean-François, ça va? Ça va. Donc il bouge pas. Voilà, un écouvillon dans l'œil gauche. Hein, donc on va rechercher tous les microbes et puis on va essayer de trouver si on trouve dans ce milieu spécial le mycoplasme qui est normalement l'agent de la kératoconjonctivite du chamois et du bouquetin. Mais on ne le trouve pas toujours, hein. C'est pas évident. Hein. Pour les écouvillons, c'est bon. Bon, sur le plan dentaire, c'est bon. Des jolies dents, hein. Ok. Il a un beau poil, hein. Magnifique. Là, c'est déjà le poil d'hiver. On n'a pas l'habitude de les capturer à cette époque. Hein. Souvent, ils sont vilains comme tout. Au printemps. Alors les parasites externes, ils viennent souvent se loger là sous les endroits chauds. Dans les endroits chauds et tièdes, mais apparemment j'en vois pas là. Hein. Alors, il a quel âge? Il faut qu'on compte sur celle-là. Donc on va prendre les anneaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 8 ans. Alors attends. Oui, il faut commencer par ça. Oui, c'est là. Longueur métatarse, 34. Longueur mandibule, 21. 40. Jean Ars profite également de l'anesthésie pour dresser un bilan complet de l'état de santé de l'animal. Longueur corne gauche, 58. Vient enfin le marquage, le but ultime de l'opération. On choisit toujours une couleur ou une combinaison de couleurs qui facilite l'identification à distance de l'animal. Il ne reste plus qu'à réveiller le bouquetin en lui injectant un antidote. C'est indispensable, sinon le réveil n'aurait lieu que dans 2 heures et une anesthésie prolongée est toujours dangereuse en montagne. Ça y est, c'est bon, il repart. Voilà, il se réveille tout doucement. Tu vois, il a déjà repris ses esprits. Il rote, tu entends? C'est ça qui est important, c'est que... Oui, on le réveille pour ne pas qu'il gonfle. Salut Dominique, ça va? Salut. Bah ouais. Je t'amène des prélèvements là. Jean Ars dépose les prélèvements au laboratoire d'analyse vétérinaire de Chambéry, dirigé par Dominique Gauthier, le 2e vétérinaire attaché au parc. Celui-ci va procéder à différentes études. L'objectif à moyen terme est de mettre à jour les modes de transmission des maladies entre les animaux domestiques et sauvages. C'est d'autant plus important que pendant l'été, 14 000 brebis, vaches et chèvres sillonnent le parc national. L'hiver s'installe inexorablement. Il va durer plus de 6 mois. Les marquages viennent juste de se terminer. Les gardes du parc vont maintenant assurer un suivi régulier des animaux marqués dans des conditions souvent difficiles. Tiens David, un squelette. Un Squelette de bestiole. Ça peut être une brebis, non? Ah ouais, dis donc. L'hiver fait ses premières victimes. Apparemment, Ce crâne appartenait sans doute à une femelle adulte emportée par une avalanche. En observant sa dentition, Jean Ars parvient à déterminer son âge. Vraiment vieille, les dents sont pas usées, donc on pourrait penser que c'est une femelle qui a entre 5 et 7 ans. Apparemment, c'est un... Cette découverte est très utile pour établir les statistiques des différentes causes de mortalité des populations animales du parc.
Voilà la marmotte, elle est prête à hiverner, là, on dirait. Hein. Ah ouais, dis donc. Elle a ramassé du foin. Ah ouais, ouais, elle est prête à rentrer dans le trou, je crois. Les marmottes sont sur le point d'hiberner. Elles achèvent de préparer leur litière. Pendant près de 6 mois, elles vont hiberner à plusieurs mètres sous terre, à une température stable d'environ 8 degrés. Sur les hauts sommets des Alpes, le combat pour se nourrir ne fait que commencer. Décembre. Pour les bouquetins, c'est aussi le début de la saison des amours. Les lagopèdes ne sont pas des oiseaux migrateurs. Eux aussi vont affronter l'hiver. Dès l'automne, ils ont revêtu un plumage blanc, plus dense et plus chaud qui leur sert également de camouflage. Sur la neige, leurs prédateurs, en particulier l'aigle royal, auront bien du mal à les repérer. L'hiver se termine enfin. Les marmottes sont sorties de leur longue léthargie. Fin mai, les femelles vont mettre bas. Des chercheurs qui étudient le processus mal connu de leur gestation font appel à Jean. Il a repris ses activités de vétérinaire dans sa clinique de Haute-Maurienne. Bon, eh bien allez. Rendez-vous dans une semaine. D'accord. Pour une visite de contrôle. Au revoir. Au revoir. Salut Jean, je t'amène. Ça va? Je t'amène une marmotte. Pour faire une radio, et les chercheurs ils voudraient savoir si elle est gestante. Ok, eh ben allons-y, en salle de radio. Bon bah tu la poses là, hein? Ouais. On fait comme d'habitude, on la sort dans le sac? Oui, oui. Je vais chercher oui, le sac, mieux, hein? Ok. Allez ma mère. Allez viens. Il est indispensable de prendre des précautions quand on manipule un animal sauvage. Mieux vaut laisser la marmotte dans un sac tant qu'elle n'est pas endormie. Ses coups de dents sont redoutables. Il faut que je fasse ça dans les lombes. Ici. Allons-y. Et hop là! Voilà. Allez, dans 5 minutes, elle dort. Ici, tu vois la cage thoracique, ici l'abdomen avec tous les intestins. Et si cette marmotte était pleine, on verrait des squelettes avec des têtes et des colonnes vertébrales de quel niveau? Ici, tu les verrais ici, à cet endroit-là, dans ces zones-là. Là, il n'y a rien. Donc cette marmotte-là, elle est vide. Avec le printemps, la vie reprend le dessus. On mange, on joue, on profite des premiers rayons du soleil. Pour les hommes, il est temps de dresser le bilan de l'hiver. Les recherches sur la faune sauvage sont longues, souvent difficiles, parfois décevantes. Pourtant, c'est grâce à la passion de Jean Ars et des gardes-moniteurs du parc de la Vanoise que les bouquetins dansent encore sur les sommets des Alpes.